congolaise, comment allez-vous? L'Union pour la nation congolaise, je vais bien, mais pas très bien parce que le pays est en guerre. Et quand on incarne un brin d'espoir de la population, on ne peut pas dire qu'on va très bien quand la population va très mal. Alors Vital Kamerhe, vous avez disparu après votre léger échec, si on peut le dire ainsi. On ne vous sent plus sur la scène politique. Comment se porte votre morale? Moi, je vais vous renvoyer dans la Bible. Il y a un temps pour tout dans l'Ecclésiaste, vous le savez très bien. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se taire. Et puis il y a le silence, aussi certains silences qui parlent. Et donc j'étais dans la période de méditation, puisque quand nous sommes durement frappés, comme c'est le cas maintenant, nous devons puiser dans nos méninges et dans la sagesse et dans les valeurs spirituelles et intellectuelles pour imaginer et construire ensemble des solutions pour sortir le peuple de cette impasse, de ce calvaire, de cette guerre qui tue, cette guerre qui amène des viols, cette guerre qui renvoie les enfants errer en dehors de leur famille et de nombreuses personnes, 2,4 millions déjà, qui sont en dehors de leurs milliers d'habitations. Donc nous ne pouvons pas commencer à parler pour le plaisir de parler. Et quand nous parlons, c'est pour à la fois scruter la situation, c'est-à-dire faire un bon diagnostic, mais en même temps proposer des solutions tout en considérant que nos solutions ne constituent pas une panacée. C'est une pierre que nous apportons à l'édifice que nous devons construire ensemble, comme un seul homme. Et pour cela, nous devons refaire la cohésion nationale. Il faut dire que la communication est l'un des éléments majeurs qui contribuent à l'émergence d'une carrière politique. C'est important aussi de communiquer souvent. C'est pourquoi j'ai accepté de communiquer aujourd'hui. Donc, vous avez raison. Et je n'ai pas tort. Donc nous sommes en train de communiquer. Communiquons d'abord. Alors Vital Kamerhe, tout justement, l'histoire du pays nous rappelle que la vie politique a été caractérisée par plusieurs types de crises politiques à répétition. Quelles en sont les vraies causes d'après vous aujourd'hui? D'abord, c'est au niveau de l'homme politique congolais. Vous savez que nous avons eu la table ronde de 1959. J'avais beaucoup apprécié l'attitude des leaders congolais qui étaient partis à cette table ronde. Ils avaient posé un acte qui est resté historique. Ils avaient dit: nous ne pouvons pas parler tant que Lumumba est en prison, il faut qu'il vienne. Solidarité entre leaders politiques des différents partis politiques. Mais là où je n'ai pas été d'accord, que ce soit les Belges qui nous rédigent notre loi fondamentale. Et quand nous arrachons l'indépendance, nous n'avons aucune vision de ce grand Congo qui était déjà à ce moment-là au niveau du Canada, au même niveau de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous devions faire? Qu'est-ce que les pères de l'indépendance, les leaders de l'époque devaient faire? C'était de dire quelle est la vision commune, quelle est la vision partagée d'un grand Congo, pour que nous puissions faire mieux que les Belges, parce que nous avions tous condamné la colonisation. Malheureusement, c'était la querelle, les querelles de personnes, c'était les guerres de positionnement politique, crise de leadership, crise de légitimité. Kassavubu, Lumumba, Tchombe va faire sa sécession, Kalonji va faire sa sécession au Sud Kassai, tout cela n'a pas apporté de solution. Des rébellions et des parlements fermés. Commission de Louabourg. Nous avons la constitution de 1964 qui n'a jamais été appliquée parce que Mobutu va faire aussi son coup d'État. Et lui va nous amener un autre type de gestion du pays, c'est-à-dire le pouvoir incarné par un seul homme, tout pour lui et le peuple lui doit tout. Et donc il fallait tout supprimer au nom de la recherche de la paix, c'est ce qu'on nous avait dit. Et donc l'Impère va devenir le parti-État, on va zaïrianiser, même des petites boutiques, des petites affaires des Grecs, des Portugais, et alors qu'à l'époque, on pouvait aller à Libengue, acheter l'aiguille dans une boutique, la bougie, acheter la lampe. Mais aujourd'hui, c'est impossible, il faut aller dans les grandes villes pour acheter ce genre d'histoire. On a tué l'économie. Et donc, nous avons évolué dans une série de mesures impopulaires. La racine du problème, c'est l'homme congolais. C'est la crise de leadership, c'est la crise de légitimité, c'est l'absence de cohésion nationale. Et cela nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Puisque quand nous allons faire la conférence nationale souveraine, ce qui avait apparu comme une avancée significative, ce qui n'est pas faux, encore une fois, nous avons mis les résolutions de la conférence nationale de côté et nous sommes focalisés sur deux personnes. Étienne Tshisekedi, le maréchal Mobutu. Crise entre deux personnalités, à l'image de Kassavubu et Lumumba.
Et Laurent Désiré Kabila va attraper tout le monde avec l'aide des Rwandais et des Ougandais. Et lui va nous faire un bon en arrière parce qu'il va supprimer tout simplement les activités des partis politiques. Et il va même, à part un petit décret, mettre en veilleuse le texte constitutionnel de la transition. Et donc, on va gouverner le pays par un décret présidentiel. Et on va rester comme ça jusqu'à ce que ses alliés vont se retourner contre nous. On va commencer la guerre de 2 août 1998. Crise, guerre, à répétition. On va aller à Lusaka, accord de Lusaka. Mais qui mélange tout. Nous avons le volet externe et le volet interne. On met les rebelles et les chefs de gouvernement et les présidents autour d'une même table. Et, bien sûr, ça devient un accord qui constitue une sorte d'amalgame et très difficile à appliquer. Et très rapidement, on va se rendre compte qu'il faut un élément additif. C'est le plan de désengagement de Kampala, du 8 août 2000. Mais ce plan, au lieu que les troupes rwandaises et ougandaises se retirent, ils vont se battre dans la ville de Kisangani et vont causer mort d'hommes. Donc encore recul. Et le président Beki va prendre les relais avec ce qu'il avait appelé le processus de Maputo. Et à Maputo, le 27 novembre 2000, nous allons assister à ce que moi je vais considérer comme l'arrêt de mort, la signature de l'arrêt de mort de M. Laurent Désiré Kabila. Puisque ce jour-là, alors que nous devrions adopter un plan de retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais, premier volet, et deuxième volet, le plan d'éradication des ex-FAR Interahamwe, Nalou et Elera, qui s'en est suivi des altercations entre les chefs d'État et la réunion s'est terminée en queue de poisson. Le 3 décembre 2000, nous devrions signer l'accord qui devait entériner le sous-plan des engagements pour permettre aux troupes, là où elles sont en contact, c'est-à-dire pour que le peuple nous comprenne. Il y avait affrontement à Libenge, il y avait affrontement à Lissala, il y avait affrontement à Kabinda et à Kabalo. Je parle de la guerre de 78 qui a poursuivi ses effets néfastes jusqu'en 2000 et jusqu'aujourd'hui ça continue à nous poursuivre. Donc il fallait absolument que là où les troupes étaient en contact puissent se déporter à l'arrière, chacune de 15 km, pour permettre aux observateurs des Nations Unies de s'interposer et permettre aux troupes rwandaises et ougandaises de se retirer. Cela n'a pas eu lieu. Ça se termine en queue de poisson. Nous avons signé le sous-plan des engagements, bien sûr, le 3 décembre, mais en même temps, nous avons attaqué Puerto et nous avons été défenestrés. Et ce jour-là, je me rappelle ce que Mouzé m'a dit, il a dit à tout le monde, on m'a poignardé dans le dos. Et le 16 janvier 2001, malheureusement, nous avons perdu un grand homme, puisque les gens ne le disent pas assez. M. Laurent Désiré Kabila est mort. Je voudrais qu'aujourd'hui quelqu'un me prouve combien il a laissé en compte, il n'avait pas de compte. Quel chantier il a laissé, à part la maison de Lubumbashi, connue de tout le monde, et il y a le corps qu'il a construisé comme résidence du président de la République. C'est un exemple. Il a ses défauts, mais il avait beaucoup de qualités. Et la première qualité, c'était le patriotisme. Ce qui manquait, à mon avis, c'était la méthode et le mode de gestion républicain de notre pays. Il ne fallait pas improviser, il ne fallait pas dicter à partir du palais de marbre ce qui devait être fait. Il fallait la séparation des pouvoirs, que chaque institution fasse son travail et que lui soit le grand manager pour conduire le Congo vers les lendemains meilleurs. Mais aujourd'hui, nous avons eu les élections de 2006, après la signature de l'accord global inclusif à Sun City, le 17 décembre 2002, encore une lueur d'espoir, parce que le 30 juin 2003, nous allons mettre en place le gouvernement de 1+4. Mais je dois dire, beaucoup de gens se sont moqués de cette formule. Malheureusement, ils ont été démentis par les faits. Le Congo n'a jamais été aussi bien géré que cette période-là. Pourquoi? Parce que Kabila avait peur de Bemba, Bemba a peur de Kabila, Roubero a peur de Kabila. Donc le pouvoir arrêtait le pouvoir. Personne n'était seul maître à bord. Donc on ne pouvait pas signer des contrats miniers n'importe comment. On ne pouvait pas puiser dans la caisse de l'État n'importe comment. Mais nous avons organisé les élections de 2006. L'espoir a encore pris un pas en avant. Ces élections, on peut les critiquer, mais Bemba a accepté sa défaite, nous devons le féliciter. Mais au lieu... Malgré tout ce qu'il y a eu. Malgré tout ce qu'il y a eu, il a accepté sa défaite. Mais c'est lui qui a gagné. Au lieu de rassurer celui qui a perdu. Et c'était
le rôle que moi j'avais joué, beaucoup de gens ont oublié que j'avais amené Joseph Kabila chez Jean-Pierre Bemba. Parce que moi, je voulais toujours, et j'avais identifié la cause de notre échec, c'est au niveau de la faiblesse de leadership, au niveau de l'absence de cohésion, de l'entente entre nous, de légitimité des institutions. Et donc, il ne faut pas un pouvoir personnel. Mais à l'époque, les gagnants ne doivent pas, Vital je Kamerhe. le disais, et je vais vous remémorer ça, si le temps nous le permet, les gagnants ne devaient pas tout gagner, et les perdants ne devaient pas tout perdre. Il fallait trouver les consensus et les renforcer, les consensus de Sun City, pour qu'on continue, même si on a gagné. On peut dire, bien sûr, moi Joseph Kabila j'ai gagné, mais je voudrais, parce que l'État est encore fragile, la paix n'est pas encore retrouvée totalement. J'ai encore besoin des acteurs qui ont perdu, et je voudrais savoir s'ils veulent travailler avec moi, ou alors favoriser l'élection du porte-parole de l'opposition et lui donner tous les moyens de sa politique, et que Kabila accepte, ou accepta à l'époque, qu'il soit contrôlé par Bemba et les choses allaient avancer. J'étais président de l'Assemblée nationale. J'ai vu beaucoup de choses et tout s'est passé à la télévision. Nous avons eu à gérer des dossiers, jusqu'au dossier de l'entrée des troupes rwandaises. Et j'ai démissionné. Et donc, vous avez démissionné sous impulsion. On vous a poussé à démissionner, Vital Kamerhe. Vous n'avez pas démissionné par votre propre vouloir. Non, j'ai beaucoup entendu ça, que ça soit vrai ou faux. Mais une chose est vraie, et que mon discours va rester dans les annales de l'histoire. J'ai prononcé un discours, j'ai demandé à mes pères qui m'ont élu d'accepter mon départ sans vote et sans débat, pour éviter de plonger le pays dans une autre crise. Et j'ai résisté, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, allez fouiller dans les annales du journal Le Soft. Aujourd'hui, Kinki est au gouvernement, il va passer des dires, qui nous donne le numéro où il avait donné il a relaté ce qui s'est passé à Kingakati le 20 janvier 2009. Et il a démontré comment Kamerhe a tenu tête à toutes les grosses têtes du PPRD de l'AMP. Moi j'ai dit, c'est le peuple d'abord, c'est la constitution de la République, c'est le principe républicain. Monsieur le Président, je vous aime bien, nous avons des rapports étroits, mais face aux intérêts du peuple congolais, je ne peux pas vous accompagner dans une tombe. Je ne peux pas accepter que les troupes étrangères entrent sur le territoire congolais sans que l'Assemblée nationale soit informée conformément à l'article 213 et 214 de notre Constitution. Et que pour moi, je lui avais dit, les blessures du peuple congolais étaient encore fraîches et que ce n'était pas le moment de faire les forces conjointes avec le Rwanda. Et moi, j'avais proposé qu'il y a moyen de trouver une solution au problème des ex-FAR interamés et en même temps relancer les relations de coopération et diplomatique avec les Rwandais pour que nous vivions en paix dans la région des Grands Lacs. Les faits sont là. Avec le président Kengo, nous sommes allés au Rwanda. J'ai prononcé un discours qui restera historique au Parlement rwandais. Et j'ai expliqué que vous êtes là, nous sommes là, la géographie et l'histoire nous a condamnés d'être là et nous y serons jusqu'à la fin des temps. Ce qui est plus intelligent pour nous tous, c'est de trouver les voies et moyens pour que nos peuples respectifs vivent en paix. Et donc, on ne m'a pas poussé à la démission. J'ai démissionné pour éviter, parce que j'ai lu l'histoire, et j'ai toujours appelé mes professeurs d'université, Kabeti Koupou et Nyambo Chabani. Quand vous ne vous donnez pas les rendez-vous avec l'histoire, vous allez soit stagner ou répéter les mêmes erreurs et vous enfoncer. Donc, je me suis remémoré l'histoire de Kasavubu et Lumumba, et je vis là, ça va amener le pays. J'ai dit non, je ne voudrais pas être responsable de cela. Que je perde pour que le peuple gagne, et que j'ai tort. Mais malheureusement, le temps m'a donné raison, puisque les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui les ennemis d'aujourd'hui. Votre amour de la patrie a primé, voilà pourquoi aujourd'hui vous avez rompu des relations avec Kabila, si on comprend bien. Non, il ne faut pas personnaliser la politique, les relations avec Kabila. Kabila, il est président de la République, c'est un homme. Kamerhe, il est président de l'Union pour la nation congolaise, c'est un homme. Nous ne sommes rien devant le peuple congolais. Les relations que nous devons entretenir, ce sont des relations avec le peuple congolais en tant que leader. Nous nous mettons ensemble dans une vision partagée pour le peuple congolais. À l'exemple de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ, fils de Dieu? Lui était le berger. Et le berger, vous savez, il est derrière les troupeaux, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est lui qui indique la voie à suivre.
Voilà un grand leader. Un leader, c'est celui qui est derrière son peuple, tout en indiquant la voie à suivre à ce peuple. Donc tout ce que nous devons faire, c'est servir le peuple, pas servir Kabila, pas servir Kamere. Nous sommes au service du peuple. Voilà le leadership que nous devons incarner. Et nous en parlerons certainement, puisque je vois que vous avez beaucoup de questions à poser. Alors, Vital Kamerhe, lorsque vous avez atterri à l'opposition, vous aviez un calcul, bien évidemment, au regard de l'évolution de votre carrière politique aujourd'hui. Votre calcul va vers sa résolution ou les différentes surprises que nous a toujours réservé l'avenir, vous en prouvez le contraire? Non. Et je suis entré dans l'opposition pas par calcul politique. Je suis entré dans l'opposition parce que ce que nous avions convenu avec mes pairs d'aujourd'hui, la majorité présidentielle, hier nous étions dans le PPRD, dans l'AMP, avec une alliance avec les Palous et l'IDEMO, c'est que nous avons convenu de faire pour le peuple congolais, nous ne l'avons pas fait. Et quand je me suis de travailler pour le président de la République, tout le monde est flatteur autour du président de la République. Et je ne cessais de le répéter. Nous sommes là pour réussir. Et pour réussir, nous devons accomplir ce que nous avons promis au peuple congolais. Et c'est comme ça que moi j'avais dit, je ne peux pas avoir raison contre tout le monde, je préfère avoir tort. Et donc je m'efface et j'ai mon idée de ce grand Congo et je vais le partager dans le cadre d'une opposition républicaine. Voilà ce que moi j'ai voulu faire et ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Les individus, ça ne m'intéresse pas. Mais quand nous voulons parler de leadership, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons dire. Quand nous voulons parler de la cohésion nationale, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons dire. Alors, quand nous voulons parler de la vision pour le Congo, qu'est-ce que nous voulons dire. Voilà les questions qui m'intéressent. Cette collaboration a été interrompue depuis un bon bout de temps, mais nombreux hésitent encore à vous faire confiance. D'ailleurs, une grande partie de l'opinion parle de quelque chose qui vous lie encore avec Kabila. Cela vous décourage, Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui nous lie encore? Pas le fait que nous sommes tous dans ce Congo. Mais chacun de nous a une vision peut-être différente de ce que ce Congo doit jouer comme rôle. D'abord pour les Congolais, dans la sous-région des Grands Lacs, dans la région de l'Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Donc nous avons des visions diamétralement opposées. Moi je vois un Congo grand et je dis que le Congo c'est le Brésil de l'Afrique. Et les autres voient un Congo petit qui doit chaque fois s'agenouiller devant d'autres pays d'Afrique. Alors dites-moi qu'est-ce qui nous lie pour le moment, peut-être vous en avez le secret. Nous ne sommes pas ici en train de confondre l'adversité politique et l'animosité. Moi, je ne fais pas la confusion entre les deux. Je n'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires politiques. Et s'ils considèrent que je suis leur ennemi, ils se trompent. Leurs ennemis se trouvent dans leur propre camp. Et aujourd'hui, les faits le démontrent clairement. La cacophonie qui règne au sein de la majorité présidentielle montre qu'il y a un travail à faire de cohésion interne. Au niveau de l'opposition, nous ne sommes pas aussi exempts des remarques et des fautes dont nous devons aussi, et nous avons commencé à le faire, consolider les liens entre nous, créer la cohésion au sein de l'opposition. Et j'avais prodigué le même conseil à la société civile, renforcer votre cohésion, et ensemble, quand nous allons nous retrouver, chaque parti avec sa vision, nous sortirons de ce dialogue, puisque c'est ce que vous avez annoncé, de ce dialogue, pas avec la vision de M. Kamere ou de l'opposition, pas avec la vision de Kabila, ni de la société civile, ni des groupes armés. Nous sortirons avec une vision qui va refaire le consensus national, qui va refaire la cohésion nationale, qui va redonner la légitimité aux institutions de la République pour que nous puissions travailler une fois pour toutes pour le peuple congolais avec un programme minimum d'urgence sur le plan social et sur le plan humanitaire. Travailler avec le peuple congolais, Vital Kamerhe, aujourd'hui êtes-vous convaincu que la population regrette de ne pas vous avoir élu? Et ça, j'aimerais que vous fassiez un sondage. Vous êtes un organe de presse, vous pouvez faire le micro-baladeur
faites un sondage, il est très difficile de parler de soi-même. Mais ce qui est vrai, nous l'avions dit à son temps, les élections étaient émaillées des irrégularités et d'une tricherie sans précédent. Et donc, la crédibilité des résultats était entamée. Et qu'après ça, il fallait absolument, ceux qui aiment ce pays, puissent imaginer comment sortir de cette zone de turbulence. Comment prévenir, puisque gouverner, c'est prévenir. Voilà pourquoi l'IDPS, le MLC, les FAC et tous les autres partis, les groupes de libéraux, nous nous sommes mis ensemble pour élaborer ce qu'on avait appelé le plan d'Addis Abeba. Ce plan d'Addis Abeba date du 18 janvier 2012, c'est-à-dire 20 jours seulement après les élections. Et là-dedans, nous disons quoi? Nous disons qu'il y a crise de légitimité parce qu'on ne peut pas avoir deux présidents de la République dans un pays. Il y en a un qui a été proclamé par la CENI, intronisé par la Cour suprême de justice. Il y en a un autre qui s'est autoproclamé, mais qui jouit de l'adhésion. Il n'a pas suivi la logique, il s'est présenté devant l'institution organisatrice, vous le savez, et c'est cette institution qui a tranché en fin de compte. Elle a tranché, mais elle ne peut pas se substituer au peuple congolais. Quand la volonté du peuple est extorquée, le peuple le fait savoir. La volonté du peuple se traduit par la Commission électorale nationale indépendante. Non, ça c'est vous qui le dites. Cette commission n'était pas indépendante, et aujourd'hui les révélations du pasteur Mulunda viennent prouver ce que nous disions déjà à l'époque. Vous le savez très bien parce que vous lisez, nous avons tous appris que le pasteur Mulunda a fait une sortie remarquable en Kilubakati et on nous a traduit ça en français. Il a dit qu'il a été payé en monnaie de singe, lui qui a favorisé l'élection du président Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Faites vos recherches et vous allez tomber. Ce n'est qu'un homme, comme il peut mentir, comme il peut être déçu, aujourd'hui raconter des choses. Quand vous avez la capacité de lire dans le cœur des gens, alors vous nous direz qui est menteur entre le pasteur Mulunda et ceux qui disent que Kabila a gagné. Je vous laisse vous juger cela, mais moi je vous donne une information et en tant que journaliste, vous devez prendre l'information, la vérifier, puisqu'elle est audiovisuelle. Alors si Mulunda ne l'a pas dit, et si Mulunda n'a pas été président de la commission électorale indépendante, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la CENI d'après vous qui devait incarner... Même s'il avait entre ses mains la décision de l'avenir de tous les Congolais. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est... Vous êtes en train de vous contredire. Parce que quand moi je vous ai dit que la volonté du peuple a été estorquée, vous m'avez dit non. Je ne suis pas en train de me contredire. Vous avez dit que la CENI, c'est la CENI qui incarnait la volonté du peuple congolais. Mais la CENI a ses structures. Qui devait proclamer les résultats? Ce n'est pas le peuple qui devait aller se mettre à la place de la CENI, c'est le pasteur Mulunda, le président de la CENI. Maintenant, il revient à la charge et il vous dit ce que j'avais proclamé à l'époque était faux. Alors pourquoi mais qu'est-ce qui prouve? Pourquoi vous de Congo Web? Qu'est-ce qui prouve que c'était faux? Alors posez-lui la question. C'est plus simple. Je crois que vous pouvez l'inviter aussi. Vous avez évoqué ce terme, donc voilà pourquoi on vous a posé à vous la question. Vital Kamerhe, le pays est agressé. Vous le savez, et comme l'une des résolutions, l'institution président de la République a lancé un appel au dialogue, les contacts sont déjà en cours. Vous avez déjà été contacté? Contacté par qui? C'est ça la question que je voulais savoir. Les contacts sont en cours. Je ne peux pas répondre à votre question, mais je vais préciser la question. J'ai été contacté par les différents émissaires qui sont venus des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, de l'Union africaine, des autres pays d'Afrique. J'ai été contacté par les évêques. J'ai été contacté à l'époque déjà par les comités de médiation qui avaient été institués par la CENI. Ces comités de médiation avaient proposé à l'époque, dans les circonscriptions où il y avait contestation des votes, qu'on puisse recompter et refaire. Et j'avais accédé à cette proposition. Les évêques sont allés très loin. Dans leur déclaration du 5 février 2012, ils ont dit au point 6, nous sommes très préoccupés par les irrégularités qui ont caractérisé les élections. Et nous invitons les principaux acteurs, Vital Kamerhe, Etienne Tshisekedi et Kabila, de se concerter pour que très rapidement un dialogue inclusif soit organisé pour éviter la dérive. C'est le prêtre qui le dit le 5 février 2012. J'ai les documents ici, je vous les donnerai
avant de partir. Monsieur Et donc, Kamerhe, maintenant, si vous voulez être clair, contacté par qui, dites-moi. J'ai bien précisé la question. L'institution président de la République a lancé un appel. Aujourd'hui, le contact se font via le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Vous avez déjà été contacté, monsieur Kamerhe. Nous avons répondu clairement à cette question. Nous avons dit que les concertations que l'honorable Évariste Bouchab avait commencé à faire, c'était des concertations avortées. Et nous avions dit que celle que le président de l'Assemblée nationale avait commencé était un mort-né. Parce que tous les deux n'avaient pas qualité pour faire ce genre de conseils. Ils le font au nom de quoi? Parce qu'ils font partie des problèmes aussi à résoudre. Tous les acteurs politiques qui ont pris part aux élections font partie des problèmes à résoudre. Nous sommes tous devant le tribunal. Nous accusons les autres d'avoir triché. Et voilà qu'une partie au conflit dit non, moi je me constitue en médiateur, venez, nous allons trouver une solution. Vous avez vu ça où, dans quel film? Et donc c'est pourquoi nous nous avons dit le seul dialogue valable, parce que nous contestons la légitimité du président de la République, nous contestons les élections telles qu'elles se sont passées. La seule médiation valable, c'est une médiation neutre, internationale. Et nous n'allons pas inventer la roue, on l'a vu et ça a donné ses fruits à Sand City. Tout le monde, et on a eu la garantie de bonne faire, puisqu'à la fin on a eu les SIAT, les comités internationaux d'accompagnement de la transition. Nous voulons avoir un dialogue. Quand vous parlez de la médiation, c'est une autre étape. Là, on est... Le dialogue, nous l'avons accepté. Ça, parce que nous les avons été... Le premier, c'est l'opposition. C'est le 18 janvier, je vous l'ai dit, 2012, que l'opposition a dit que pour s'en sortir, il faut se mettre autour d'une table. Et à l'époque, l'opposition avait même donné les termes de référence, mais qui ont évolué aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons parler de la CENI, parce que cette CENI devait être restructurée totalement. Nous allons parler des prochaines élections provinciales, locales, municipales et autres. Nous devons parler de la façon dont les élections se sont passées, la vérité des urnes. Nous devons parler de l'installation de la Cour constitutionnelle. Nous devrions parler de la bonne gouvernance du pays, c'est-à-dire tous les contrats léonais qui ont été signés au nom du peuple congolais, mais qui ne voient pas les retombées de ces contrats. Nous l'avions fait. Les évêques l'ont fait le 5 février, je vous dis. Moi-même, en tant qu'acteur politique et mon parti, nous l'avons fait le 5 octobre 2012. Et là, je vais vous remettre les documents, puisqu'il y a trop de polémiques là-dessus. Et Congo était là ce jour-là quand j'ai présenté ce document, le plan de sortie de crise. Et là-dedans, je parle du dialogue national pour s'en sortir. Et l'objectif visé ici, c'était de recouvrer la légitimité, refaire la cohésion nationale, retrouver le consensus, pas aller se régler des comptes. Et les documents sont clairs. Nous disons ce que nous attendons des Congolais, ce que nous attendons du gouvernement de la RDC, ce que nous attendons de l'opposition, ce que nous attendons de la sous-région, ce que nous attendons des autres Africains, ce que nous attendons de la communauté internationale. Tout est là, il dit là-dedans. Et ce qui doit être abordé. Nous le savons, l'opinion d'ailleurs vous a félicité du fait que vous avez été le premier à avoir cette initiative, mais vous n'avez pas continué. Donc, c'est-à-dire, pour l'exécution de cette initiative, il n'y a pas eu de contact, vous n'avez pas, ou soit vous les faisiez, mais d'une manière discrète. Vous savez que la fourmi, quand elle construit sa maison, quand elle sort la tête, c'est que la construction est terminée. C'est ça la politique que nous avons voulu adopter. Il ne faut pas crier sous le toit. Il ne faut pas chercher à être félicité. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons avant tout pour notre pays, pour notre nation, pour notre peuple. Nous avons fait les consultations au niveau de l'opposition politique. Mais avant l'opposition politique, nous avons voulu aller nous ressourcer chez les évêques. Et nous avons été reçus par le président de la CENCO, entouré de ses secrétaires généraux. Nous lui avons donné notre lecture de la situation et nous lui avons dit voici le contenu que nous pensons donner au dialogue entre Congolais. Et nous avons voulu avoir ces conseils. Vous êtes arrêté là ou vous êtes allé plus loin, Vital Kamerhe, allez-y. Nous avons voulu avoir ces conseils parce que nul n'est parfait. Nous avons voulu avoir ces conseils avant de continuer. Et nous avons donc élaboré un document que nous avons soumis au FAC avec Lisanga Bonganga, Ingele et tous les autres, que nous avons soumis à Martin Fayulu, que nous avons soumis au MLC et l'UN de Clémacan, au MLC de Jean-Pierre Bemba, et vous avez suivi, les images sont là, à l'issue de cette grande rencontre
Et même la rencontre avec les FAC, il y a eu des déclarations. Lissanga a dit que nous partageons le contenu que le président de l'Union pour la nation congolaise vient de nous présenter. À l'issue des discussions avec les MLC a donné sa contribution, l'UN de Clément Kankou a donné sa contribution et nous sommes arrivés à des points de convergence. J'ai parlé à l'occasion et Germain Kambinga, qui est porte-parole du MLC, MR, Mouvement pour le Renouveau de Clément Kankou. Non, mais pour le moment, il était là en tant que coordonnateur de l'Union pour la Nation. Pour la Nation, il était accompagné de Bomanza et de Luko. Donc, c'est pour vous dire qu'on a vu la classe politique. Et donc, peut-être, c'est le moment de le dire, les gens croient que nous dormons. Nous avions décidé que certains d'entre nous puissent accepter de se constituer en experts. Et tous les documents, que ce soit les documents des Camérés, les documents de l'Issanga, les documents du MLC, les documents de Clément Kankou, les documents de tous ceux qui ont écrit quelque chose, le professeur Mampouya et tous les autres, tous ceux qui ont écrit quelque chose en rapport avec la crise congolaise et comment s'en sortir, en rapport avec le dialogue, nous avons dit qu'on constitue une cellule qui va passer tous en revue pour sortir un seul document que nous allons appeler cahier des charges de l'opposition. Le travail est en train de se faire. Il sera présenté au grand public et vous serez invités. Et nous félicitons nos amis de la société civile qui ont commencé avant nous. Ils ont mis en place un comité préparatoire pour l'élaboration de leur cahier des charges et ils vont tenir leur atelier très prochainement pour adopter aussi un document commun. Et voilà pourquoi M. Caméré a conseillé aux amis de la majorité, au lieu de venir nous consulter, consultez-vous d'abord entre vous. Recréer la cohésion au sein de la majorité. Que Kamitatu parle le même langage que Bochab parle le même langage que Minaku le même langage que Gizenga et Muzito. Et donc, nous voulons que quand nous allons nous rencontrer, qu'il n'y ait pas de fausses notes. C'est-à-dire, quand les gens de la majorité vont parler, tout le monde va se retrouver. Il ne faut pas oublier que ces démarches sont institutionnelles, Monsieur Caméré, je viens de le dire, c'est l'institution président de la République qui a eu l'initiative en tant que président de la République. Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale, ils ont parlé des démarches institutionnelles. Mais qui reste alors dans les institutions, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors où est le problème? Qui empêche au président de la République d'appeler les députés? Puisqu'il avait fait, on avait vu à la cité de l'OIA. Il avait appelé les députés. Est-ce que nous nous sommes opposés? Les députés de l'INC sont partis. Obem Minakou, quand il veut parler avec le président des groupes parlementaires, j'autorise toujours Bitakura, il va voir Obem Minakou. Mais alors, Evariste Bochab le fait à quel titre? Répondez-moi. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Donc c'est la cacophonie. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Si c'est le dialogue, si c'est ça le contenu que le président de la République avait promis le 15 décembre 2012 devant les deux chambres en congrès en disant que bientôt il va rendre public, incessamment, il avait dit, public le contenu de son initiative. Si c'est cela, je dis, c'est regrettable, puisque ce n'est pas ça que nous attendons, et ce n'est pas ça qui va régler la crise. Et nous avions déjà dit, avant tout le monde, tel un prophète, qu'aller discuter à Kampala entre le M23 et le gouvernement ne va apporter aucune solution à notre problème, puisqu'à ce niveau-là, il s'est posé en train d'évaluer l'accord du 23 mars 2009. Cet accord n'engage en rien l'ensemble du peuple congolais et l'ensemble de la classe politique congolaise. Deuxième problème, nous sommes étonnés. Le M23 n'existait pas le 23 mars 2009. C'est le CNDP qui avait signé l'accord. Mais voilà qu'à Kampala, le CNDP vient dans la délégation du gouvernement avec son président, Mangatutu, le sénateur, et en face, ils ont les M23 qui sont les transfuges du CNDP et qui s'approprient finalement l'accord du 23 mars. Mais il y a quelque chose qu'on doit nous expliquer et nous avions dit que nous sommes vraiment devant un imbroglio qui ne va pas apporter la solution. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est considérer qu'effectivement il y a crise de légitimité, il y a crise de leadership, il y a absence de cohésion nationale, il y a guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter à ces deux volets de la crise congolaise? Nous avons dit pour le volet interne, nous devons nous mettre autour d'une table et nous, de l'opposition, nous allons venir avec notre proposition
que les autres viennent aussi avec leurs propositions. Dialoguer, ça signifie, moi j'ai une position, vous en avez une, mais chacun de nous doit être flexible de telle sorte que quand nous terminons le dialogue, nous arrivons à ce qu'on appelle le consensus. Et donc, le volet externe, celui-là concerne les pays. Et donc, pour que nous soyons forts, parce qu'il y a crise de leadership, on a vu plusieurs fois le gouvernement aller négocier avec le Rwanda, mais en position de faiblesse. Mais si nous sortons de ces dialogues avec les institutions renforcées en leadership, en légitimité, et nous refaisons la cohésion nationale. Mais ces gouvernements-là, ces institutions-là vont aller proposer au Rwanda, à l'Ouganda, une solution durable pour la paix dans la région des Grands Lacs et pour la coopération entre États. Vital Kamerhe, vous m'avez précédé, mais j'aimerais bien que vous puissiez reparler de cela. Comment définissez-vous ce dialogue dit national? Le dialogue, d'abord, il faut dire, le concept dialogue, c'est un concept positif. Quand on dit dialoguer, ça signifie qu'au départ, on doit dialoguer sur quelque chose pour résoudre quelque chose. Et dans les cas d'espèce, le concept n'est pas tombé du ciel. On parle du dialogue parce qu'il y a eu de mauvaises élections, tricheries à grande échelle. Qui surgit plus du côté de l'opposition, il faut le dire. Ah oui, je vous le concède. Le point de vue n'est pas partagé jusque-là. Par le peuple, oui. Et nous disons, nous avons des députés qui ont été réellement élus, mais qui sont minoritaires et qui se retrouvent dans une assemblée truffée de députés nommés. On a vu des gens débarquer sur la liste sans être consultés, sans être convoqués à la Cour suprême de justice. Madame, vous me direz qu'il n'y a pas de crise dans ce pays-là. Ne fût-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes chez vous à la maison. Vous suivez à la télévision que vous n'êtes plus député. Mais on ne vous a jamais entendu ni convoqué à la Cour suprême de justice. Est-ce que c'est acceptable ça? Alors nous disons, nous devons reparler de tout ça. Mais alors, au nom de quel mandat aujourd'hui les gouverneurs de province continuent à être gouverneurs de province? Au nom de quel mandat les députés provinciaux et toutes les assemblées provinciales continuent à exister? Au nom de quel mandat le Sénat continue à exister? Donc tout cela, ce sont des questions que nous devons régler par le dialogue. Dialoguer sur quoi? Dialoguer sur la crise qui a deux volets, je vous ai dit. Le premier chapitre, c'est tous ces dégâts collatéraux consécutifs aux élections mal organisées et qui minent la cohésion nationale, qui entament la légitimité. Le deuxième volet, c'est la sécurité, et nous disons la défense et sécurité, la déliquescence de l'État. Nous n'avons pas d'armée, nous avons nous-mêmes infiltré notre armée, nous l'avons affaibli, notre outil de défense, nous n'avons pas de justice, la réforme, chaque fois qu'on commence, on tâtonne, nous n'avons pas encore les processus de paix, ne fût-ce qu'un débit, et donc, nous, le dialogue tel que nous l'imaginons, c'est un dialogue avec deux grandes commissions. Juste une parenthèse, Vital Kamerhe, parlant de l'armée, vous avez été à côté de Kabila. J'ai été dans l'armée, vous voulez dire? Je dis parlant de l'armée, oui. Vous avez été à côté de Kabila pendant un bon bout de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des propositions de ce genre, Vital Kamerhe, en tant qu'enfant du pays et en tant que politicien qui s'est projeté l'avenir? Pas seulement qu'enfant du pays, mais il y a aussi des propositions d'autres Congolais. Il y a aussi des propositions de la communauté internationale, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des résolutions et recommandations de Sun City. Il faut bien lire Sun City. C'est pourquoi nous disons que les dialogues que nous allons faire, les premières matières qu'il faut verser dans les comités préparatoires, ce sont les recommandations et résolutions de Sun City pour voir est-ce que tout ce qui avait été décidé à Sun City avait été fait. Non. Il y avait la question de l'armée. Là-dessus, que c'est exclu. Hein. Oui, la majorité n'est pas le peuple congolais. Je ne sais pas pourquoi la majorité vous fait peur, vous, les Congolais. C'est son point de vue. Nous respectons le point de vue de la majorité. Laissez-nous aussi exprimer notre point de vue. Nous estimons que ce qu'on avait convenu à Sun City, sans refaire le Sun City, doit être revisité. Est-ce que toutes les recommandations de Sun City ont été appliquées concernant les médias, concernant l'armée, concernant la justice, concernant la vérité et réconciliation? Est-ce que ça a été fait? Concernant les droits des humains, est-ce que ça a été fait? Concernant l'éthique, est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est encore d'actualité? Il y a eu la conférence de Goma en janvier 2008. Toutes les résolutions et recommandations de la conférence de Goma, pour la première fois, toutes les communautés du Sud et du Nord Kivu étaient ensemble et ont réglé leurs différends et ont adopté ensemble et avec tous les groupes armés, s'il vous plaît,
des recommandations et des résolutions, en présence des Nations Unies, de l'Union africaine, et avec l'accompagnement des deux anciens présidents de la République, Obasanjo et Mkapa. Obasanjo du Nigeria et Mkapa de la Tanzanie. Mais rien n'a été fait et c'était assorti d'un accord. Et donc nous disons ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut verser dans les comités préparatoires du dialogue. Et donc le dialogue, vous m'avez posé la question, voilà ce que le dialogue va faire. Scruter les recommandations passées, mais aussi passer en revue les propositions qui sont les cahiers de charges que nous allons amener. Le contenu du dialogue pour Joseph Kabila, c'est la cohésion nationale pour qu'en fin de compte, il y ait instauration de paix dans l'Est de la République. De l'autre côté de l'opposition, vous parlez de cette crise de légitimité qui n'est vue que par vous jusque-là. Monsieur Kamere, pensez-vous qu'est-ce qui va arriver avec ce dialogue? Parce que ils sont en train de dire que les institutions élues démocratiquement vont rester sur place et il n'y aura pas question de crise de légitimité. Qu'est-ce qui va arriver? Madame, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas suivi le président de la République. Mais s'il a dit que le contenu du dialogue, c'est la cohésion nationale, alors c'est très grave. La finalité du dialogue, c'est refaire la cohésion nationale, renforcer la légitimité. Là, ce sont les objectifs, mais ce n'est pas les contenus. Le contenu du dialogue, madame, quand on veut parler du contenu du dialogue, on doit se poser la question de savoir comment va se faire la médiation. Et nous, nous disons que la médiation doit être neutre et internationale. Quand on parle du contenu du dialogue, on doit se poser la question où doit se dérouler le dialogue. Et nous, nous disons que le dialogue doit se dérouler dans une capitale proche du Congo, ici à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'en le faisant à Kinshasa, qui était notre première préférence, laissez-moi terminer. Et donc, en le faisant à Kinshasa, nous savons ce qui s'est passé pendant la conférence nationale souveraine. On brûlait les maisons des gens parce que vous avez pris une position. On traquait les gens, on intimidait les gens. Nous disons le contenu des dialogues, c'est de dire quel est le format de ces dialogues. Et le format des dialogues, pour nous, l'opposition, est clair, ça se dégage. Il y a la majorité, c'est-à-dire le gouvernement, il y a l'opposition, il y a la société civile, il y a les groupes armés, M23, tout ça, on les regroupe. Il y a des entités des autres groupes armés qui n'avaient pas signé l'accord du 23 mars. Il y a les groupes armés qui avaient été obligés, et les populations entières, à se réfugier dans la Likwala, ici à Brazzaville, avec les Ignélés. Vous oubliez cette grave crise humanitaire qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Il y a les ex-phases et les ex-MLC qui sont à Brazzaville qui ne savent pas rentrer parce qu'ils sont sur une liste noire. S'ils traversent, on les ramasse. Et donc nous disons, le format, nous pouvons en discuter, mais nous faisons une proposition, c'est une simple proposition. Le contenu du dialogue, c'est de dire aussi comment va se dérouler le dialogue. Il y aura la plénière, il y a d'abord le comité préparatoire, il y aura la plénière du dialogue, il y aura les commissions, il y aura les sous-commissions. Et les sous-commissions seront constituées à autant de thèmes à débattre dans ces dialogues. Et nous disons que le contenu du dialogue, c'est préparer déjà les résolutions, les projets de résolution par les comités préparatoires et l'accord cadre qui seront avalisés, entérinés dans la plénière. Et la médiation, nous disons, ce n'est pas d'un seul homme. Un président de la République, mais entouré par des comédiateurs. Nous voulons que le secrétaire général des Nations Unies puisse désigner un comédiateur. Nous voulons que l'Union africaine puisse faire de même, la SADC, la CERGIL et la CAC, et ça sera un panel. Mais, puisque la question est éminemment congolaise, et c'est parce que c'est nous, les Congolais, qui devons trouver des solutions à nos problèmes, et nous connaissons mieux nos problèmes que quiconque, nous disons, il faut une cellule d'experts qui sera comme un bureau d'appoint à la médiation, constitué de la société civile, de la société savante. Et moi, j'ai toujours cité l'exemple de professeurs qui passent régulièrement de l'émission de Freddy Moulumba. Je ne fais pas sa publicité à votre chaîne, mais c'est la vérité. Ça nous fascine tous, ce que ces professeurs disent. Ils maîtrisent les questions congolaises, ils peuvent appuyer la médiation. Nous disons, c'est l'Église. Et donc, ça, les Congolais vont aider l'extérieur à nous aider. Aidez-vous et le ciel va vous aider. Malheureusement, Vital Kamere, lorsqu'une proposition surgit du côté de l'opposition,
Ce n'est pas très clair lorsque ça surgit de la majorité. Ce n'est pas Ma très proposition clair n'est pas claire. aussi. Ce Attendez, n'est pas madame, très un clair, instant. c'est-à-dire quand on parle de n'est pas Attendez, très je vais clair vous poser par une rapport question. aux intérêts personnels, Non, je vais vous poser- d'aucuns a peur tout justement de voir ses propositions s'orienter vers ses intérêts, ses propres intérêts madame, personnels. Madame, je voudrais vous poser une question. Dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas clair? Et je vais clarifier pour vous une fois pour toutes. Et pour Je le vous peuple, ai expliqué et pour le lorsque j'ai peuple parlé qui de clair. Je vous ai bien expliqué. Lorsque une proposition surgit de l'opposition, d'aucuns estiment que c'est cela normal. Si c'est cela dont s'oriente- vous voulez parler, Mhm. c'est normal. Même en France, même aux États-Unis, les gens, Mais tout dans en ce étant... cas, qu'est-ce qui Attendez-moi va que je arriver? termine. Mhm. Même aux États-Unis, même en France, tout en étant convaincus que la proposition est bonne, mais puisque c'est la guerre politique, ils finissent toujours par l'adopter dans l'intérêt de la France. Au moins, eux, ils se surpassent à un niveau donné. Et nous espérons que nous, de l'opposition, nous ne sommes pas des anges, et nos amis de la majorité, nous allons nous surpasser pour le seul intérêt du peuple congolais. Les amis de la majorité ont peur du partage du pouvoir. Non, nous n'allons pas au dialogue, il faut bien lire mon document. Nous n'allons pas au dialogue pour partager le pouvoir. Nous allons au dialogue pour redonner la paix à notre peuple. Pour redonner à notre peuple des institutions qui peuvent travailler pour son intérêt. Pour donner à notre peuple un programme minimum d'urgence sociale et humanitaire. C'est bien de parler de la macroéconomie, c'est une très bonne chose. Mais tant que l'assiette, à l'époque de Mouzito qui était vide, aujourd'hui est trouée, donc je ne vois pas pourquoi on doit se jeter des fleurs. Il y a des problèmes que nous devons résoudre au-delà des individus. Allons partager des idées et à l'occasion, nous allons présenter notre vision. Nous venons dans ce dialogue avec une vision d'un grand Congo, un Congo prospère, fort, au cœur de l'Afrique, qui va jouer un rôle dans la sous-région, qui va jouer un rôle en Afrique et dans le monde. Voilà comment nous allons dans ce dialogue. Nous allons dans ce dialogue avec une perception de leadership responsable. Le leadership, c'est l'affaire d'une équipe. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est une équipe. C'est-à-dire, le jour où la classe politique va se mettre en question, se remettre en question et dire, le problème du Congo, c'est avant tout nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous oublier pour nous accepter ensemble et partageons ensemble une vision d'un grand Congo. Dieu nous a donné des ressources extraordinaires. Deuxième forêt du monde. Donc nous pouvons, nous, le Congo, être, et nous sommes la deuxième solution dans le cadre de la question du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne bénéficie même pas de cet argent. Lula, avec le Brésil, il a amené de l'argent au Brésil parce qu'ils sont la première forêt. Nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique, tout le monde le dit, c'est bien, on l'écrit très haut. Mais au moment où nous parlons, je pense que chez vous, on a coupé l'eau à Massina. Je ne parle pas des territoires de l'intérieur du pays. C'est inacceptable. Pourquoi nous ne donnons pas l'eau à tous les Congolais? Et pourquoi cette eau, qui est une ressource rare et qui va constituer à coup sûr, à l'horizon 2050, le problème du monde? Et si aujourd'hui on nous agresse à cause des minéraux, demain on va nous agresser à cause de l'eau. Le fleuve Congo, vous imaginez? Il part du Katanga, le bout du Congo, à l'autre bout du Congo, au Bas-Congo. Et donc, ce fleuve à 4776 km, il traverse presque toutes les provinces du Congo. Et partout où il passe, on ne pêche pas les poissons à quantité industrielle, on ne donne pas de l'eau aux populations, on n'irrigue pas les champs, et cette eau s'ennuie jusqu'à aller se jeter dans l'océan et devenir de l'eau salée. Et vous oubliez que nous sommes la plus grande réserve après l'Amérique latine en terre arable. Nos terres à elles seules, 120 millions d'hectares, 80 millions de terres accessibles, irrigables et accessibles, d'autres irrigables, 40 millions, nous pouvons produire pour 2 milliards d'individus. Nous avons exactement le même espace cultivable que la Chine, si les Congolais ne le savent pas, qu'ils le sachent aujourd'hui. Or, la Chine nourrit plus de 1,5 milliard de Chinois et exporte pour le reste du monde. Le Congo peut devenir aussi la Chine. Mais les minéraux, nous sommes un scandale géologique, ce n'est pas moi qui l'ai dit, plus de 110 substances minérales au Congo. 10, ce n'est pas Kamere qui le dit, évalué par la grande université américaine, représente 26 000 milliards de dollars. Donc vous prenez le PIB des États-Unis d'Amérique, associé au PIB de l'Union européenne, le Congo est au-dessus, puisque là, ils avoisinent à peine 20 000 milliards de dollars. Et nous sommes, paradoxalement, les pays les plus pauvres en termes d'indice de développement humain. C'est le paradoxe que nous voulons résoudre par notre vision. Nous sommes les champions de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. La chanson du président Obama. Et son rêve, c'est quoi?
l'énergie propre. Mais Inga, c'est quoi d'après vous? C'est 44 000 mégawatts. Et les autres sources, Katende, Lubilan, Shinzilo, Ruzizi, Chopo, Chuapa, Mongala, tout ça, ça fait combien? Mobaïbongo? Nous sommes à 100 000 mégawatts, madame. Et quel pays? Le fleuve Congo. 20 grandes rivières comme affluents. Et nous ne parlons pas des autres ruisseaux qui viennent se jeter dans ces rivières. Mais c'est un paradis que nous avons et que nous avons transformé en enfer. Et quand je parle de la crise de leadership, s'il vous plaît, je voudrais m'adresser au peuple congolais. Je ne me mets pas à l'écart, non, je ne pointe pas du doigt les autres. Je parle de la classe politique en général depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et je nous interpelle pour que nous comprenions que l'avenir du Congo, c'est entre les mains des Congolais. Mais entre les mains des Congolais, avec un leadership visionnaire, responsable et qui va réellement conduire ce peuple vers le chemin du développement. Voilà ce que nous sommes en train de dire et ce que nous entendons par leadership. Donc la faiblesse de leadership, il ne faut pas nier cela. L'absence de l'État, il ne faut pas nier cela. Du gouvernement Matata, Matata Ponyo, le Premier ministre, vous lui avez donné cours. Je n'ai pas bien suivi votre question. Vous avez parlé tout justement de l'exercice du gouvernement Matata. J'en ai parlé à quel moment? Juste en passant, vous avez évoqué le nom Matata, s'il vous plaît, Monsieur Caméré. Vous lui avez donné cours à un certain moment. Il faut le rappeler aux téléspectateurs. Aujourd'hui, travail abattu par ce gouvernement, tout justement. D'abord, hier. J'avais dit, quand j'étais... C'est vrai d'abord que vous lui avez donné cours. Oui, je voudrais, mais moi je n'ai pas évoqué son nom. C'est vous, dans votre... Je connais les journalistes, vous avez l'art de faire parler aux gens, c'est bien, c'est pas grave. Et donc je voudrais dire qu'effectivement, quand j'ai terminé, j'ai eu la chance de distinguer et de devenir tout de suite assistant. Et Matata passait en première licence. Et donc j'ai donné le cours de microéconomie et d'économie de développement, non seulement à Matata, et à d'autres étudiants. Et j'avais prophétisé son avenir, il vous le dira. S'il est sincère comme moi, et je pense qu'il est. J'avais dit à Matata, à Émilie Mouchobekwa et à Simene, qui fut vice-ministre du budget pour le compte du MLC, DGA de l'OFIDA. Aujourd'hui, Émilie Mouchobekwa est secrétaire exécutif adjoint de la SADC. J'avais dit, vous trois là, vous avez un avenir radieux parce que vous êtes des étudiants très brillants. Mais entre ce qu'on a appris à l'université et la pratique de l'exercice de la gouvernance, de la gestion, il y a toute une expérience à faire. Et donc, aujourd'hui, pour juger le gouvernement, il faut le juger au résultat. Et ce que nous devons constater, c'est que le peuple, ses cris de détresse continuent à croître. Et donc, s'il vous plaît, nous voulons nous adresser au gouvernement, il faut accepter la critique. Quand Jean-Lucien Boussa prend la parole à l'Assemblée nationale et démontre que le programme qui a été présenté, c'est un programme théorique, qui ne va pas apporter des solutions idoines aux problèmes qui se posent dans notre pays, et qu'en même temps, Jean-Lucien Boussa donne sa façon de voir les choses, qui a été aussi étudié en économie, je crois que j'ai beaucoup apprécié que le Premier ministre ait pris ça avec beaucoup de philosophie. Quand Fidel Babala parle de la mauvaise politique pétrolière du Congo, parce qu'il a travaillé chez Petro Congo, il maîtrise la question. Et il dit, pour moi, c'est ceci, il faut l'écouter. Pas nécessairement accepter ce qu'il a dit. Donc c'est de la dialectique, c'est de la critique permanente que les différents gouvernements vont s'améliorer. Les jours où quelqu'un d'autre sera là à la place de Matata, on va les critiquer aussi. On critique Jean-Marc Ayrault, il accepte avec sportivité, il ne s'énerve pas. On critique François Hollande qui a été applaudi au Mali, qui a été applaudi à l'Union européenne, mais il le prophète chez soi. Mais il faut suivre France 24 pour voir comment on les critique lui aussi. Donc, que le président Kabila, que le premier ministre Matata ne pense pas qu'ils doivent être épargnés de la critique. Quand l'arbre est plus élevé dans la forêt que tous les autres, il est plus visible, n'est-ce pas? Et donc quand on accepte d'être leader, comme moi j'ai accepté d'être président de l'Union pour la nation congolaise, au sein de mon parti j'accepte la critique. Ne vous en faites pas, ce n'est pas toujours facile. Quand on me prend à partir président, il n'y a pas eu suffisamment de réunions. Vous avez fait telle histoire sans consulter le secrétariat politique national. Vous avez pris telle décision de façon cavalière. Donc moi aussi j'ai mes défauts. On me critique aussi. Alors Vital Kamerhe Matata Ponyo a été investi sur
sur base d'un programme présenté à l'Assemblée nationale. Il a présenté son budget qui est évalué à 48 milliards de dollars comme ressources propres, mais jusque-là, il n'a présenté que 9 milliards pour le deux budgets. Alors, il en reste 39 milliards. Où sont les 9 milliards? Où sont les 9 milliards? Pour le deux budgets, c'est lui qui l'a présenté, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il serait en mesure de répartir ces 39 milliards pour les 3 prochaines années? D'abord, je crois que le pays est organisé. Nous avons l'Assemblée nationale qui a comme rôle contrôler, critiquer, surveiller l'action du gouvernement. Moi, en tant qu'acteur politique, j'avais déjà dit ma position. 48 milliards, c'était une utopie dès lors qu'on n'avait pas combattu l'informel, dès lors qu'on est continué à plonger dans les contrats léonais, dès lors que les gens qui avaient puisé cet argent des contrats léonais l'ont caché à l'extérieur, quand 48 milliards c'était possible. Puisque un seul contrat de la GECAMINE de 36 millions de dollars, on le vend à quelqu'un 36 millions de dollars, Sodimico, et la personne va revendre ça à 850 millions de dollars. Nous comprenons que l'argent dort au Congo et que ça profite aux autres. Et quand on prend une action de la GECAMINE de 75 millions de dollars, on revend ça à plus de 250 millions de dollars, et que cet argent ne retombe pas dans la caisse de l'État, il y a problème. Et le Premier ministre, j'avais suivi, il a failli avoir crise entre lui et le président de la République. Parce que dans son explication, il a dit que ces histoires ont été faites avant moi, et il a reconnu lui-même que c'était mal fait. Et donc le Fonds monétaire international attend toujours 2 ou 3 contrats qu'on a cachés jusqu'à présent pour savoir les auditer et savoir où est passé cet argent. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous pouvez le lire dans toute la presse, vous pouvez le lire dans toutes les annales du Fonds monétaire international. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'actualité qui nous concerne et qui était l'objet de notre émission. Le dialogue et comment sortir de la crise congolaise. On va y arriver, M. Kamerhe. Aujourd'hui, pensez-vous que la signature d'accords cadre de paix et de sécurisation de frontières aujourd'hui va empêcher les 2 pays cités dans le dernier rapport des experts des Nations Unies à faire un arrière-plan, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda? J'ai dit non et oui. Ça dépend du contenu de cet accord d'abord. Si cet accord contient les attentes que nous avons, nous, épinglées, nous avons dit, nous les Congolais, nous voulons recouvrer l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Nous avons un État indépendant et nous entendons vivre en paix avec tous les voisins. Et nous voulons que les voisins fassent de même. Nous avons dit, nous Congolais, nous sommes les premiers responsables de la déliquescence de l'État et de la crise congolaise. Et alors, accompagnez-nous à nous parler pour renforcer le leadership au sommet de l'État, pour renforcer la légitimité des institutions, pour que ces pays soient gouvernés selon les normes classiques et de tout État moderne. Nous avons dit, nous Congolais, ce que nous attendons de la communauté internationale, parce que c'est vous, en 1994, qui avez ouvert le couloir à travers l'opération turquoise, entérinée par le Conseil de sécurité. Vous nous avez amené des millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels les ex-FAR Interahamwe. La question des ex-FAR Interahamwe, ce n'est pas une question congolaise. On nous a collé cette question sur le dos. Ça fait des misères, des malheurs, des morts dans notre pays, des femmes violées. Vous avez la première responsabilité de trouver une solution à ces problèmes. Et la solution, il ne faut pas aller l'inventer ailleurs. Il faut proposer aux ex-FAR Interahamwe et tous les réfugiés Hutus le retour volontaire, les désarmements et les rapatriements. Et comme le droit international est clair, ceux qui seraient effrayés pour leur sécurité, pour entrer au Rwanda, la communauté internationale a le devoir de leur trouver des pays d'accueil, puisque leur présence chez nous constitue un alibi pour la déstabilisation de d'autres pays. Et nous disons, en ce qui concerne nos groupes armés, à nous, il y a aussi l'opération DDRR. Et nous avons besoin de fonds pour la réinsertion sociale, pour l'intégration dans l'armée. Parce que nous devons éviter ce que nous avons fait hier. Prendre tous les éléments de M23, de Raya Mutomboki, de tous les Maïmaï, les mettre dans l'armée nationale. Nous devons faire un tri pour savoir qui a vocation d'être militaire, qui est jeune, qui doit aller dans une brigade de reconstruction, on le forme, une brigade agricole, et il devient
non pas, on transforme ainsi un monsieur qui était nuisible pour son pays en une main d'œuvre pour le développement. Et si on dit à ce monsieur-là, on va vous donner 100 dollars à la fin du mois, croyez-vous qu'il va retourner dans les groupes armés? Et donc, nous voulons que la communauté internationale nous accompagne dans notre propre vision de ce que nous faisons de l'armée nationale véritablement républicaine. Toutes les réformes de la justice, toutes les réformes des services de sécurité et nous accompagner dans les prochaines élections municipales, locales et urbaines, provinciales aussi. Et voilà ce que nous voulons pour que le Congo soit stable, parce qu'entre nous, il faut qu'on recrée d'abord la confiance. Il y a la méfiance, vous venez de le démontrer. L'opposition se méfie de la majorité se méfie de l'opposition. Et donc il faut un arbitre au milieu pour nous aider à recréer cette confiance. Tout justement, on va conclure avec cette question. Mais je voudrais terminer sur un élément très important concernant l'accord cadre. Je voudrais ici attirer l'attention de la communauté internationale que nous ne voulons pas qu'on vienne expérimenter chez nous des formules qui ont conduit à la partition d'autres pays. Parce que nous avons entendu des déclarations très dangereuses. Je ne pense pas que le président de la République va prendre le risque de signer un accord où on évoque le mot Balkan, où on évoque le mot Sud-Soudan. Puisque nous avons entendu que la solution qu'on va apporter au Congo sera à l'image de ce qui s'est fait pour l'ex-Yougoslavie avec le Balkan. Mais le mot balkanisation, si le peuple congolais ne le sait pas, ça vient de là. Or, le combat que nous faisons chaque jour, sur Télé 7, le potentiel, nous tous, nous disons non à la balkanisation. Mais je suis étonné de voir qu'on évoque ça et que les gouvernements congolais ne réagissent pas. Alors que le porte-parole du gouvernement a toujours été très rapide dans la réaction. Il doit pouvoir dire non à l'allusion au Balkan et au Sud-Soudan. Parce que chez nous, nous n'avons pas d'un côté la Serbie et de l'autre côté la Bosnie. Chez nous, nous avons le peuple congolais et un Congo uni. Et donc on ne nous amène pas des divisions qui n'existent pas chez nous. Il faudrait bien lire cet accord avant de... Non, je suis en train de dire en profondeur, c'est ça. Je suis en train de dire que je recommande aux présidents qui sont en train de s'apprêter à signer. Je prédis, et c'est un conseil que je donne, que dans cet accord, nous ne voyons pas le mot Balkan, le mot Sud-Soudan, puisque nous ne sommes pas ici avec le Congo du Sud, le Sud-Congo et le Nord-Congo, non. Nous n'avons pas ici la Bosnie et la Serbie. Nous sommes un seul Congo, donc on ne nous amène pas. Notre problème n'est pas très compliqué. Il suffit de le vouloir, nous allons pouvoir. Le vouloir, ça signifie le président Kabila. Quand nous irons au dialogue, il doit pouvoir déclarer, moi, Joseph Kabila, je viens au dialogue, je réaffirme que la Constitution est au-dessus de nous tous. Donc je ne vais pas y toucher. Je suis à mon dernier mandat. Je libère les prisonniers d'opinion que j'avais arrêtés injustement. Koutino, Mokia, Chaloupa et tous les petits qui se croupissent là-bas inutilement. Etienne Tshisekedi, en tant que grand leader, doit aussi dire « Je vais au dialogue intercongolais avec le seul but d'abord de privilégier l'intérêt du peuple congolais, le peuple d'abord. » Vital Kamerhe, qui était troisième, doit dire aussi, même si mes voix étaient captées à l'Est, j'ai 8%, ce qu'ils disent. Ils disent j'ai 8%. Mais 8% c'est beaucoup. Mais je n'ai pas eu 8%, j'ai eu plus que ça, parce que j'étais la cible du pouvoir. Mais je vais renoncer aussi à mes revendications, puisque j'étais le seul à avoir introduit une plainte à la Cour suprême, une requête à la Cour suprême de justice. Et donc chacun de nous doit faire une concession. Parce que si chacun reste dans sa position de départ, il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas de cohésion qu'on recherche, il n'y aura pas de légitimité, et donc nous allons sortir du dialogue avec une crise encore plus aiguë qu'avant. Tout justement, on va conclure avec cette question aussi importante. Vital Kamerhe, aujourd'hui, que proposerez-vous pour la tenue de ce dialogue, et vous vous attendez à quoi comme retombée? Retombée, c'est que moi je voudrais que nous partions au dialogue avec la seule motivation de sortir notre peuple de la pauvreté, de la souffrance, de l'insécurité dans laquelle il se trouve. Ce que nous attendons de ce dialogue aussi, c'est d'en sortir avec une vision d'un Congo qui va jouer un rôle. Le Congo, avec les 9 voisins, nous sommes le pôle intégrateur. Avec l'Angola, avec le Congo-Brazzaville, nous avons le pétrole qu'on peut exploiter en commun. Et c'est pourquoi dans l'accord cadre, il faut qu'ils changent leurs mots là. L'exploitation des ressources en commun, ce sont des ressources frontalières d'abord, puisque nous avons le gaz méthane avec le Rwanda, nous avons le pétrole avec l'Ouganda,
nous avons les lacs Tanganyika avec la Tanzanie, la Zambie, le Burundi et nous-mêmes. Et donc, il faut que les choses soient claires. Pour le reste, c'est du domaine de la coopération régionale. Le Rwanda a ses richesses, le Congo a ses richesses. Et si nous devons coopérer, ça doit se passer à travers un accord de coopération. Et on peut créer une zone de libre-échange, on peut créer une zone d'intégration économique régionale, parce que les minéraux du Congo ne vont pas enjamber le Rwanda ni l'Ouganda pour arriver au port de Mombasa. Il y a un droit de transit à payer, ça peut nous relier. Il y a des retombées pour eux, pour aller au port de Dar es Salaam. Et tout cela, nous devons passer par le Burundi. Et donc, nous pouvons trouver des formules qui vont ramener la stabilité dans la région des Grands Lacs. Nous sommes déterminés au niveau de l'opposition comme de la société civile, et nous voulons qu'il en soit de même de nos amis de la majorité, à nous élever et à privilégier les intérêts du peuple congolais. Et nous avons une vision pour le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas mon exemplaire de mon livre en français. J'en ai amené en anglais. C'est le fondement de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo. Et les sous-titres, le Congo, terre d'espoir pour l'humanité. C'est préfacé par Michel Rocard, l'avant-propos du professeur Bakandeja et du professeur Emiche de l'université, d'abord celui de Kinshasa et Sorbonne, et l'autre de l'université de Louvain. Et là-dedans, donc, vous trouvez toutes les questions que vous avez posées, de l'histoire du Congo à nos jours, comment nous avons pataugé, et je termine pour montrer que l'espoir est permis. Un autre Congo est possible grâce aux ressources que je viens de vous démontrer, mais pourvu que nous puissions installer à la tête de l'État un leadership responsable. Voilà, nous écrivons, c'est le rôle de chaque politicien de laisser et déléguer aux générations passées quelque chose. Génération future, quelque chose, ce n'est pas exemple de critique, et d'ailleurs tout travail scientifique doit être critiqué. Et donc je soumets ça à votre exercice pour savoir quelle est la pensée de Vital Kamerhe par rapport à la République démocratique du Congo, et pourquoi je suis optimiste que le Congo va devenir le Brésil d'Afrique, parce qu'il y a des similitudes. Vous jetez une pierre de Moanda, elle va tomber au Brésil. Si vous reliez, on supprime l'océan Atlantique, parce que c'était la séparation des plaques tectoniques, le Brésil sera relié au Congo. C'est la même végétation. Le président Lula avait fait voter, je crois, la résolution 1040, pour qu'on enseigne désormais au niveau fondamental, des études fondamentales, que la culture actuelle brésilienne a bénéficié de la culture du Congo. Et donc, le Congo a joué un grand rôle dans le monde. Nos familles sont allées travailler aux États-Unis et partout ailleurs. Il est temps que nous travaillions pour nous-mêmes. Et donc, ce que nous avons pu faire ailleurs comme esclaves, nous pouvons le faire ici en homme libre, mais avec un leadership visionnaire. Vital Kamerhe, merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé cet honneur, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir accordé beaucoup d'attention pour suivre cette grande émission consacrée au dialogue national, vous le savez. Et le regard de ce soir a été rivé sur Vital Kamerhe. Il est président national de l'Union pour la nation congolaise. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition. À très bientôt. Bonsoir chez vous.